Un, bienvenue à cette masterclass où je vais vous présenter les lois systémiques et surtout comment pouvoir sortir de ce fameux chaos que peuvent créer le manque de connaissance de ces trois lois systémiques. Alors, comment fait-on pour... Ok, super. Alors, j'ai quelques petites questions, vous pouvez répondre dans le chat box. Qui parmi vous a parfois le sentiment de ne pas vraiment faire partie d'un groupe ou d'une communauté, ou alors d'être apatride? Ça veut dire être hors... qui n'a pas de patrie, apatride. Moi, en tout cas, c'est un peu mon cas. Je suis un peu belge, un peu portugaise, un peu française. Et voilà. Donc... Et qui parmi vous se sent parfois ou trop petit ou trop grand par rapport à ses parents? Personnellement, moi, je me suis sentie souvent très grande par rapport à ma mère. Et il a fallu que je retrouve ma vraie taille. Et puis, qui parmi vous ressent fortement le sentiment d'injustice? Voilà. Bien. Alors, ce soir, au programme, nous allons voir les trois lois systémiques, la loi d'appartenance, la loi de l'ordre ou loi d'hiérarchie, ça porte ces deux noms-là, et la loi de l'équilibre entre donner et recevoir. Nous verrons la différence d'application de ces lois entre la famille et l'entreprise. Nous verrons aussi le lien avec les trois consciences. Nous verrons aussi comment accompagner en tenant compte de ces trois lois. Je vous présenterai mon offre spéciale et on fera un petit résumé de tout ce qu'on a vu parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup. Préparez-vous. Alors, très rapidement, mon sujet, j'ai 20 ans d'expérience en tant que facilitatrice systémique et je forme depuis 2018. Et oui, j'ai attendu 15 ans avant d'oser me lancer dans la formation. Voilà. Alors, imaginez un instant que l'on ne tienne pas compte de la force de gravité, qui est une loi. Qu'est-ce qui pourrait advenir? Ben oui, on se retrouverait tous écrasés au sol, même si on dit, ah, je suis très positive et pour moi, ça n'existe pas. Eh bien voilà, les lois physiques ou systémiques sont actives, qu'on le veuille ou pas. Les trois lois systémiques régissent nos familles et nos organisations. Alors, il y a la loi d'appartenance, on va approfondir tout cela, mais ça, c'est vraiment une loi qui est très importante. Ensuite, nous avons la loi de l'ordre ou la loi d'hiérarchie, et puis nous avons la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Les applications de ces lois, eh bien, c'est important de les connaître ben, pour tous les problèmes de place dans la vie déjà, pour accompagner, ou si on fait partie d'une famille recomposée, ou si on accompagne des familles recomposées, des personnes qui se remarient, qui ont des enfants de plusieurs couples, etc. C'est très important de connaître ces trois lois systémiques. Pour tous les conflits qu'on peut avoir avec ses collègues, pour les questions de harcèlement, ou par exemple des difficultés à obtenir une promotion pour toutes les questions d'adoption, les enfants adoptés, mais on peut aller plus loin aussi, les enfants issus de dons de sperme, d'ovocytes, qui ont été portés par une mère, etc., une mère porteuse. Voilà, toutes ces questions-là, les lois systémiques sont essentielles, mais on peut aussi considérer tout ce qui est problème de succession, d'héritage, et c'est très très courant, et encore bien d'autres choses, même par exemple des problèmes scolaires, tout cela, ça peut être en lien aussi avec les lois systémiques. Alors, la loi de l'appartenance, elle dit que tous les membres d'une famille ont le droit d'appartenir à cette famille, et cela dès leur conception, et nul ne peut être exclu. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que les fausses couches, les avortements, les enfants mort-nés, eh bien, font partie aussi du système familial et ont besoin d'être reconnus, qu'on leur donne une vraie place et surtout de ne pas être oubliés. C'est ce qui arrive. Alors, il y a aussi des personnes qui sont disparues.
les personnes qui ont été exclues de la famille et puis qu'on a oublié, hein, parfois, c'est un arrière-grand-oncle ou une arrière-grand-tante qui a été oubliée dans un, comment dire, dans un monastère ou un arrière-grand-oncle qui était homosexuel et à l'époque, oh mon Dieu, c'était la honte et il a dû partir très loin et vivre ailleurs et donc il a été oublié. Ben, il fait partie de la famille et il y a des conséquences quand c'est oublié. Je vais revenir là-dessus. Donc, qui sont ceux que l'on a oubliés? Comme je disais, les IVG, le grand-père disparu à la guerre. Hein, ça, j'ai eu de nombreuses fois le cas. C'est des familles qui ont attendu ben, le père d'abord, puis c'est devenu le grand-père et parfois même l'arrière-grand-père. Et ça, cette attente s'est transmise de génération en génération. Les jumeaux perdus, c'est aussi le cas. Parfois, j'ai eu le cas aussi, une tante qui était morte noyée. Voilà, et comme je disais, fausse couche et IVG sont aussi impliqués là-dedans. Et tout cela est en lien avec une culpabilité, une honte, une grande souffrance qui font que ben, ces personnes, on les a exclues, on les a refoulées et ça va générer des secrets et de l'exclusion. Alors, ça, je viens de le dire, hein, voilà, enfin, j'ai mis deux fois la même. Alors, que se passe-t-il dans le système suite à cette exclusion? Eh bien, il va y avoir un descendant, et très souvent, bah, ce descendant, on peut dire qu'il est innocent parce qu'il n'a aucune idée de ce qui s'est passé dans le passé, personne n'en parle, mais ça passe d'inconscient à inconscient. Et il va se charger du destin de l'exclu ou de l'oublié en vivant de ces deux possibilités, ou les mêmes sentiments, les mêmes comportements, une sorte de destin similaire, ou tout à fait l'opposé, pour réparer. Donc, il va vraiment endosser ça. C'est pour ça que j'ai mis le petit personnage qui porte un énorme paquet, parce que ça peut vraiment le bloquer dans sa vie et il va avoir ce sentiment de ne pas vivre sa vie, mais de vivre par procuration et cela durera, ça peut même durer toute sa vie, ju- jusqu'au moment où l'absent qu'il remplace va pouvoir retrouver sa place. Et ce n'est pas spécialement toujours lui qui va devoir aller chercher qui était cet absent, mais dès que le système prend conscience qu'il y a quelqu'un qui a été exclu et qui le réinclut, par un petit rituel, par une reconnaissance, parfois par un acte, dans un... Enfin, il y a plein de façons de le faire, eh bien, il va retrouver sa place et sur le coup, l'intrication, on appelle ça une intrication, c'est quand on est coincé dans cette loyauté, on va dire toxique, eh bien, il va pouvoir retrouver sa place et donc vivre son destin et pas le destin de l'ancêtre. Alors ici, ça peut être ben, justement quelqu'un qui a disparu dans le passé et qu'est-ce qu'il va y avoir? Ben, il va y avoir soit une attente qui va continuer de se vivre, ça, j'avais une dame d'origine italienne. Le grand-père était parti à la guerre, c'est pour ça que j'ai mis un petit soldat. Il est parti à la guerre et il n'est jamais rentré. Donc, la famille n'a jamais vu son corps, n'a jamais pu vraiment faire des funérailles. Il y a jamais, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il a disparu. Et bien, trois générations plus tard, elle attendait toujours. Et ce qui était assez étonnant, elle a appris plein de langues, cette descendante comme pour pouvoir aller dans tous les pays où il aurait pu passer. Et ça l'a bloqué aussi dans sa vie professionnelle, parce que quand on attend, ben, on ne peut pas être trop distrait par d'autres activités, il faut toujours être là au cas où. Et voilà, donc là, ça c'était vraiment un exemple très fort. Quelqu'un qui est devenu plongeur, donc dans les descendants, dans les ancêtres, il y avait une tante ou une arrière-tante qui était décédée dans un lac noyé. Eh bien, le descendant est devenu plongeur. C'est une façon justement de maîtriser la peur de l'eau, l'angoisse et le danger de l'eau, puisque quand on plonge, eh bien, on arrive à respirer sous l'eau. Et c'est tout à fait étonnant, il y a des histoires comme ça incroyables qui existent. Également avec les jumeaux perdus, parfois.
Ce qui arrive, moi, en tout cas, ça, j'ai déjà eu plusieurs fois le cas, des personnes qui sont en surpoids. Et en fait, quand on divise par deux, eh bien, ça fait le poids normal. Donc, c'est une personne qui va avoir 115, 110 kilos. Bah, si on divise, elle a en elle, elle fait vivre le jumeau perdu. Ou alors, on n'a pas toujours besoin de prendre, je dirais, cet absent physiquement, mais on peut le manifester à travers de nombreux talents. Alors, ça a des avantages aussi, hein, c'est pas toujours non plus une catastrophe que de manifester la présence de l'autre et de vivre son destin intriqué avec le destin d'un absent. Mais ça va donner d'autres possibilités, mais ça peut être aussi pesant, ça peut être lourd et oppressant. Mais finalement, la question se demande, mais qui appartient au système familial? Alors, ça peut paraître étonnant, mais les ex-fiancés, les partenaires, ça peut être plus logique, les époux du consultant, mari, femme, bien entendu les parents, les grands-parents, et ceux qui ont été quittés de manière injuste. Donc, ça peut être une première femme qui n'a pas été, avec qui il n'y a pas eu d'enfant, mais qui a été mariée. Donc, elle va avoir une présence qui va se manifester à travers les générations. Alors, les enfants issus de relations ou de mariages antérieurs, les enfants naturels, illégitimes, les enfants cachés, les enfants secrets, etc. Les enfants décédés à la naissance, comme je disais tout à l'heure, les personnes décédées précocement, les suicidés, les bannis, comme je disais aussi, comme les alcooliques, les marginaux, homosexuels, malades mentaux. Il faut savoir que au niveau des maladies mentales, il y en a beaucoup comme ça qui ont fini cachés. D'ailleurs, j'ai entendu une histoire incroyable dans la famille d'Angleterre royale. Il y a une personne qui a été cachée pendant toute une vie dans un institut psychiatrique parce qu'elle était la honte pour la famille royale. Mais bien entendu, ça a un impact sur les descendants. Les personnes spoliées, sacrifiées, tuées par quelqu'un de la famille, eh bien, les victimes, en fait, vont entrer dans le système. Mais également, il faut savoir que les criminels entrent dans le système de la personne dont elle a pris la vie. Et donc, il va y avoir, parce que c'est en fait un échange aussi au niveau du sang. Les nourrices, il y en a moins aujourd'hui, mais dans le passé, il y avait les nourrices qui avaient pris soin des enfants de la famille, qui parfois même nourrissaient de leur lait. D'ailleurs, on appelait ça des frères et des sœurs de lait. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment, mais bon, tout est possible. Il y a encore des choses incroyables qui existent. Il faut savoir que les parents adoptifs oublient qu'il y a des parents biologiques. Et j'ai eu comme ça l'occasion d'accompagner une dame au Maroc qui avait adopté une petite fille. Et elle avait beaucoup de problèmes d'autorité avec sa fille adoptive. Et elle est venue me consulter. Et finalement, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est qu'elle était très, très en colère contre la maman biologique de sa fille adoptive parce qu'elle, elle n'avait pas réussi à avoir d'enfant et elle trouvait quand même incroyable que cette mère avait pu abandonner son enfant. Et on a fait un travail pour qu'elle réalise que ce n'était pas aussi simple que ça, qu'elle n'avait peut-être pas abandonné vraiment, mais qu'elle n'était pas en mesure de prendre soin de son enfant et que c'était un cadeau et qu'il fallait reconnaître la chance d'avoir eu des parents biologiques et de les intégrer dans sa famille. Donc, comme je disais, les meurtriers aussi, mais on peut aller plus loin. Symboliquement, ça peut être un pays même ou une culture. Et là, je pense simplement à moi comme exemple, puisque j'ai une mère portugaise, mais qui a toujours rejeté le Portugal parce que la vie était très dure à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai toujours été obsédée par le Portugal. Parce qu'il y a une loyauté qui est restée vraiment là par rapport à ce pays, mais c'était aussi une façon, parce que derrière le pays, il y a aussi les ancêtres qui étaient là et toute la vie aussi qui a coulé pendant toutes ces générations. Donc, c'est très important que tout cela ait sa place. Alors, les phrases libératrices, ça, c'est quelque chose qu'on utilise quand on fait les constellations.
Et il y a des phrases libératrices qui vont aller en accord avec ces lois. Alors, par exemple, on peut dire, tu nous as tellement manqué, tu es un de nous. Je te vois maintenant, je suis la fille et toi tu es mon père, je suis ton fils et toi tu es mon père, etc. Je donne pas toutes les phrases, mais ça vous donne des pistes. C'est surtout, les phrases libératrices sont toujours factuelles et affirment quelque chose qui est un fait. Donc, tu nous as tellement manqué. Par exemple, pour quelqu'un qui a attendu l'arrière-grand-père qui était parti à la guerre, il n'est jamais rentré. Mais ça peut être vraiment le cas. Mais ça peut être aussi le cas pour le jumeau perdu. Et de reconnaître que ben, la cousine de la reine d'Angleterre qui est décédée, hein, eh bien, oui, elle était oubliée dans un asile psychiatrique, mais elle était un une de la famille royale. Et le fait de dire ça, ça rend la dignité à tous, pas seulement à la personne oubliée, mais aussi à la famille qui a oublié ben, certains membres de la famille. Voilà, donc ça c'est important. Oups, alors, j'ai été un peu vite. La loi de l'ordre, c'est la deuxième loi très importante qui découle de la loi de l'appartenance et qu'on appelle aussi hiérarchie. Alors ce mot-là, hiérarchie, est souvent très mal compris. Hiérarchie, ça vient de hiéros, sacré, et archie, ordre. Donc c'est l'ordre sacré. Et dans une famille, ben, l'ordre est sacré. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un ordre chronologique d'arrivée dans le système. Ainsi, les parents viennent avant les enfants et l'aîné avant le cadet, etc. Ça va être comme cela que ça va se passer dans une famille. Je reviendrai au niveau des organisations un peu plus loin pour ne pas tout mélanger. Et ça, c'est important. Et donc, on dit souvent, ah oui, les enfants d'abord. Oui, bien sûr, ça, c'est une chose. Mais dans l'ordre de la famille, c'est les parents qui sont les grands et les enfants qui sont les petits. Et que on peut aussi prendre comme exemple dans les avions, là, quand on nous parle de mettre le masque d'oxygène, eh bien, on dit toujours que c'est les parents qui doivent mettre le masque d'oxygène avant de passer le masque aux enfants. Et c'est un petit peu la même chose, c'est les parents, parce que si le parent est oxygéné, eh ben, il pourra beaucoup mieux accomplir son rôle que si il fait l'inverse. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il faut savoir que quand les frères et les sœurs sont issus des mêmes parents ou de parents, chaque parent a eu des enfants d'un autre couple, eh bien, il va y avoir un ordre aussi qui va être l'ordre d'arrivée dans le système. Et c'est très important dans une famille recomposée que le nouveau couple, il faut savoir que la nouvelle famille a priorité sur les anciennes familles, mais l'ordre reste toujours très important. Et les enfants d'un premier couple vont passer avant la compagne ou le compagnon, même s'il y a beaucoup plus d'amour dans cette relation qu'il y a eu dans la relation précédente. Ça va être très important, c'est que chacun ait sa bonne place dans l'organisation et l'ordonnancement de la famille recomposée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans les familles recomposées, parce qu'il y a énormément de loyauté inconsciente ou consciente par rapport au papa, la maman qui est resté, qui est séparé, qui est ailleurs. Et il va y avoir une résistance à accueillir le nouveau partenaire du papa ou de la maman, ou de la nouvelle partenaire. Il va y avoir des résistances, du rejet. euh, euh, Vraiment, parce que c'est une loyauté qui se met en place vis-à-vis du parent qui n'est pas présent. À partir du moment où chacun reprend sa place, ce sera plus facile. Je ne dis pas que ce sera gagné d'avance, mais ce sera beaucoup plus facile parce que chacun sait où est sa place. Donc dans les couples recomposés, c'est toujours difficile parce qu'on crée un nouveau couple, mais qu'est-ce qui se passe? On voit que bah, notre partenaire avait une autre vie amoureuse avant celle que l'on a aujourd'hui.
Et même si cette vie amoureuse, elle est beaucoup plus meilleure que celle d'avant, eh bien, c'est important de reconnaître que il y a eu une autre personne avant nous et que nous passons, surtout dans les mariages, hein, parce qu'il y a une différence entre les mariages et les couples comme ça qui se mettent ensemble de concubinage, parce que le mariage va venir renforcer le lien, et ça c'est surtout en psychogénéalogie, mais ça s'observe aussi en constellation, parce que le mariage, en fait, il y a un engagement au niveau de la société, donc ça vient renforcer, et s'il y a un enfant, de surcroît, ça va encore renforcer et ça va faire une couche en plus au niveau de l'intensité du lien qui n'a rien à voir avec l'intensité émotionnelle, c'est l'intensité de l'engagement. Et donc, quand on ne peut pas reconnaître que notre partenaire a aussi bénéficié des relations précédentes, ça va créer des tensions et ça va pas être bon non plus, ça va créer du chaos, comme je disais tout à l'heure. Les adoptions, hein, comme je le disais aussi précédemment, les parents adoptifs ont vraiment tout à gagner à donner une bonne place aux parents biologiques et à respecter ces parents biologiques et à ne pas les juger parce que on ne sait pas ce qui s'est passé et finalement, qui sommes-nous pour juger ces personnes? Et même si elles les ont abandonnées lâchement, ben, c'est qu'il y avait sans doute une souffrance, un trauma ou une blessure. Et surtout, euh, comment dire, la vie que leur enfant adopté a, cette vie, elle est venue des parents biologiques et les parents adoptifs ont comme fonction de prendre soin de cette vie. Et donc, ils sont aussi très importants, ils ont aussi leur place côte à côte avec les parents biologiques. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que les parents adoptifs ne reconnaissent pas suffisamment ou alors le reconnaissent intellectuellement, mais pas assez émotionnellement parce qu'ils se sentent meilleurs. Et donc là, on revient aussi à la notion de d'être trop grand. Et donc, les parents adoptifs ne peuvent pas être plus grands que les parents biologiques. C'est une façon de dire en constellation, ça veut dire de se sen- de passer avant. En fait, ils viennent après. Les parents adoptifs viennent après les parents biologiques. Et ça n'enlève rien à l'importance de ses parents. Parce que la difficulté pour l'être humain, c'est de séparer l'importance émotionnelle, l'importance du rôle, de la place, etc. Et que tout ça est bien au-delà de l'affection. Alors, bien sûr, que se passe-t-il quand l'ordre n'est pas respecté? Ben, il va y avoir ce sentiment difficile de ne pas être à la bonne place et ça peut se reproduire dans plein d'aspects de la vie, hein. On peut pas se sentir à la bonne place dans sa famille, mais aussi dans la société, au travail, la difficulté à trouver même un emploi qui nous convient, à se sentir ben, respecté, digne dans sa vie. La sensation d'être invisible, ça peut être aussi une des conséquences. Et bien entendu, je parlais du chaos tout à l'heure, c'est aussi le chaos. Alors, il faut savoir que l'enfant du nouveau couple va s'identifier avec un précédent partenaire d'un de ses parents et vivre une relation de rivalité, de colère ou de tristesse avec l'un ou même ses deux parents. Ça, c'est aussi un des effets de ne pas reconnaître la bonne place pour chaque personne de la famille recomposée. Bien, alors il y a aussi des phrases libératrices qui vont être utiles. Je suis la première, la deuxième, la troisième du couple de mes parents. Tu es le premier mari de ma femme, tu es le deuxième mari, etc. Tu es le premier enfant de mon mari et moi je suis la deuxième femme de ton père. Je te vois, ça c'est très important, et tu as ta place. Aussi, je viens après toi. Ça peut être aussi une phrase libératrice. Et nous voilà à la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin, bien entendu. Alors, cette loi, ben, c'est la recherche d'équilibre entre le donner et le recevoir dans une relation. Alors, bien sûr, il y a, et ça, c'est une loi qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais entre les parents et les parents donnent la vie à leurs enfants, les enfants reçoivent cette vie, et puis un jour, ben, peut-être qu'ils pourront la transmettre à leur tour
à leurs propres enfants ou à des projets qui ont une valeur d'enfant. Donc, parfois, on peut être, je sais pas, avoir une entreprise ou une action dans la vie ou quoi que ce soit, mais qui a une valeur d'enfant. Et donc, c'est une façon de transmettre ce qui a été reçu de la part des parents. Alors, ça, c'est le plus compliqué à comprendre. Qu'est-ce qui se passe quand nos parents deviennent âgés et qu'ils ont besoin d'être aidés? Bah oui, les enfants peuvent aider les parents vieillissant, les parents devenant impotents, mais toujours à partir de cette place d'enfant et pas dans une parentification. Donc ça, c'est vraiment tout un, je dirais, une compréhension de cette place. Et donc, en restant à notre place, on va pouvoir soutenir nos parents vieillissants et nos enfants grandissant et nos petits-enfants, si c'est le cas. Mais chaque fois avec des places différentes. Alors, dans le couple, il y a des nuances. Donc, bien entendu, c'est important qu'il y ait un échange équitable entre les deux partenaires, mais il y a comme une sorte de dynamique qui va faire qu'on va toujours donner un tout petit peu plus quand, ben voilà, quand on a l'occasion de donner, on va aussi pouvoir recevoir, parfois un petit peu plus. Et c'est ça qui va en fait faire grandir le lien et l'amour. Alors ça va pas se faire, parce que parfois quand je parle de cette loi appliquée au couple, il y en a qui pensent qu'ils doivent tenir des cahiers de compte. Non. Mais dans la vie, parfois il y en a un qui va donner, par exemple, de son temps, de sa présence, peut-être d'une compétence, et puis l'autre va amener les moyens pour payer le loyer, pour partir en vacances, pour racheter à manger. Et puis ça va évoluer parce que bah, la vie, c'est pas toujours la même chose. Et peut-être qu'un jour, ce sera l'inverse, c'est que l'autre qui avait donné du temps, bah, il va pouvoir amener ben, des moyens financiers ou matériels ou autre chose. Et l'autre va pouvoir explorer peut-être un moment plus de retrait, de créativité ou de réfléchir ou d'aller apprendre un nouveau métier. Ça arrive encore assez souvent aujourd'hui qu'il y a des transitions professionnelles et dans le couple, ben, on va s'entraider l'un l'autre. Et le fait de donner un tout petit peu plus, et donc c'est très important de respecter aussi la capacité à recevoir de l'autre. Pourquoi? Parce que si on donne trop et qu'on ne laisse pas du temps à l'autre de revenir vers soi, ben, qu'est-ce qui va se faire? On va commencer à grandir. On va grandir et on deviendra alors un parent pour son partenaire. Et là, ça va détruire le lien, ça va détruire la relation de couple. Donc ça, c'est vraiment tout en nuance. Et il faut toujours qu'il y ait comme une petite dette l'un vis-à-vis de l'autre pour que le lien soit à chaque fois nourri et forcément l'amour va pouvoir s'épanouir. Alors, que se passe-t-il quand l'équilibre entre le donner et le recevoir n'est pas respecté? Eh bien, celui qui donne va grandir et celui qui reçoit s'affaiblit, il s'infantilise, hein, d'une certaine façon. Ça arrive, hein, il y a des couples comme ça. Et la relation, ben, malheureusement, va se terminer. Alors, entre les parents et les enfants, parce que ici, je ne l'ai pas mis, ben, ça va être épuisant pour les enfants parce qu'ils vont porter les parents, ils vont les parenter, les materner, les paterner, et ils ne pourront pas recevoir la vie qui vient en fait de la source des ancêtres. Et la vie en fait coule et descend. euh, on peut faire une métaphore comme, comment dire, les sources, elles prennent naissance dans les collines, les montagnes, et puis elles s'écoulent vers la mer. Et c'est un petit peu la même chose avec la vie. Elle prend naissance chez nos ancêtres et elle va couler de génération en génération vers les descendants. Mais imaginez un instant que l'océan décide d'être la source. Bien, moi j'aime bien dire que finalement ça va être un tsunami, c'est une catastrophe écologique. Et c'est la même chose quand les enfants veulent devenir les ancêtres, eh bien il y a un chaos incroyable qui s'installe au sein de la famille.
Et bien entendu, tout cela est toujours fait avec beaucoup de bonnes intentions, hein, bien, je ne suis pas là pour blâmer qui que ce soit. Et le travail justement des constellations, c'est de remettre de l'équilibre entre tous ces aspects-là. Alors, ici, bon, ça, hop, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Alors, il y a des cas particuliers. Il y a, par exemple, on donne sans prendre. Il y a des personnes qui aiment donner, 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 donner. Et ça crée en fait une position haute. Comme je disais tout à l'heure, on se grandit et l'autre est en dette. Et à un moment, c'est plus possible de rétablir l'équilibre. Ça devient très, 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 très compliqué. Par exemple, entre amis, moi, je me souviens, comme ça, il y a des années, je connaissais une amie qui était quand même fort à l'aise financièrement. Et quand elle faisait un cadeau, c'était toujours des cadeaux mais qui coûtaient une fortune. Et à la fin, j'avais plus trop envie de la voir parce que je me dis, bon, je peux pas rendre, même si je sais que ça ne la dérange pas que je lui rende moins, ça me mettait dans un sentiment de dette. Et ça ne me plaisait pas. Je me sentais pas dans ma dignité. Et donc, c'est important de réfléchir à ça quand on est, par exemple, beaucoup plus à l'aise que quelqu'un d'autre. C'est de veiller à ce que les cadeaux que l'on fait ne soient pas trop coûteux et que l'autre puisse toujours rendre pour garder cette dynamique. Voilà. Alors, refuser de prendre, ça, c'est aussi quelque chose de particulier. Il y a parfois, ça arrive très très souvent, les enfants refusent la vie que les parents transmettent. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas l'emballage, ils n'aiment pas la façon dont a été transmise cette vie. Ils n'aiment pas comment les parents ont pris soin de leurs enfants, comment ils les ont éduqués, comment ils ont transmis leur affection ou leur non-affection. Voilà, il y a des parents qui n'ont pas pu être des parents idéaux. Et oui, ça arrive. Et, euh, et donc, on va refuser la vie et donc, ça va avoir, bien sûr, la vie, elle passe quand même, mais ça va avoir un impact sur notre manière d'être et de vivre dans notre vie, parce qu'on va jamais pouvoir profiter pleinement de notre vie. Alors, il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui ne veulent rien devoir à personne. Et ça va leur donner un sentiment de contrôle, de supériorité, même de se sentir meilleur, différent. Et ça va les amener aussi à une vie plus vide et insatisfaisante parce que il n'y a pas d'échange. L'être humain est fait de telle sorte qu'il doit tout le temps échanger. Et donc, c'est une souffrance pour ces personnes parce qu'elles peuvent être en dépression ou souffrir de difficultés importantes dans leur vie, parfois de traumatisme, hein. Voilà, ça peut être en lien aussi comme un danger de recevoir. C'est dangereux de recevoir parce que dans le passé, il y a eu des trahisons, il y a eu des blessures, et donc sur le coup, je ne veux plus rien devoir à personne. Il y a aussi les situations où finalement, il y a une impossibilité, une incapacité de donner. Par exemple, des personnes handicapées, disparues, qui ont une maladie, etc. Et donc, la personne qui veut euh, prendre, ou en tout cas rééquilibrer, elle peut donner à quelqu'un d'autre ce qu'elle a reçu. Voilà. Et parfois, c'est juste de l'affection, de la présence. Et c'est ce qu'on dit, hein, des personnes handicapées, eh bien, elles apportent beaucoup, beaucoup d'affection, de présence. C'est ce que j'entends très souvent, c'est la richesse relationnelle. Et ça a autant de valeur que des objets. Et même beaucoup plus, hein. Mais bon, voilà, on va pas diminuer l'importance des objets non plus, surtout si on en a besoin. Et il y a effectivement, on peut rééquilibrer de différentes manières. Alors pour rétablir l'équilibre, on va ou réparer, on va remercier, on va donner l'équivalent. Voilà, ces différentes manières. Et j'en profite pour parler du pardon. D'ailleurs, dans pardon, on entend par et don, le don. Et alors, ce qui peut paraître étonnant, c'est que Bert Hellinger, qui est un ancien prêtre catholique, hein, comme le savoir, il a été directeur d'école en Afrique du Sud, il était missionnaire, il a travaillé entre autres avec
Il parlait même le zoulou, donc il était très très proche des tribus zoulous. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'enfants des tribus zoulous qui allaient dans le collège qu'il gérait. Mais en tout cas, pour un prêtre catholique, il n'a jamais fait l'apologie du pardon. Et je vais vous en dire plus par rapport à ça. Parce que pour rétablir un équilibre, quand un mal a été fait, il y a un besoin de réparation. Et ça va devoir se faire soit par... Et ça un peu surprenant, même moi, quand j'ai préparé, je me suis dit, tiens, j'ai déjà lu 10 fois tout ça, j'ai déjà fait des milliers de constellations, et oui, on peut réparer en faisant un dommage en retour. Mais bon, ça va pas être très courant, ou ça va être par une demande de réparation. Et c'est beaucoup plus puissant quand on permet à la personne de réparer plutôt que de lui pardonner. Parce que quand on pardonne, c'est ce que dit Bert Hellinger, et vous allez écouter ça bien au fond de vous, sans tout de suite rejeter cette vision-là. C'est que on pardonne à la personne qui, c'est pas ce qu'elle a fait, la pauvre. Elle n'était pas capable, elle savait pas, etc., etc. Enfin, on a plein d'idées sur cette personne et on est d'une position haute. On lui donne notre pardon. Et donc, on crée une dette de nouveau par rapport à ça, et nous nous grandissons par rapport à l'autre. Il n'y a pas un vrai rééquilibrage entre les deux personnes. Et donc, que faire alors si on ne peut pas pardonner? Ah, ça c'est la grande question. Eh bien, je vais continuer déjà. Qu'en est-il du pardon aussi dans le couple? C'est de nouveau la même chose, hein. Il va falloir que le dommage ou la réparation devrait être légèrement en moins pour garder la relation vivante. Mais là, j'ai mis 2 fois, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le fait de ne pas pardonner, ça veut dire que chacun va reprendre sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc ça, c'est important. Au plus, je reprends ma part de responsabilité et que je la reprends à 100%, eh bien, je peux laisser la part de responsabilité qui revient à l'autre. Et ça crée un équilibre. Une autre façon aussi, au lieu de pardonner, c'est d'accepter. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à comprendre parce que accepter ne veut pas dire approuver. Accepter, ça veut dire faire avec. Je ne sais pas si j'ai écrit ça. Voilà, voilà, c'est vivre avec ce qui est, avec ce qui s'est passé sans voilà, devoir approuver ou même sans devoir devenir copain. Parce que parfois, comme ça, j'ai des clients qui disent oui, mais bon, voilà, ok, mes parents ont fait ce qu'ils ont fait et maintenant, est-ce que je vais devoir aller tous les dimanches au repas de famille? Non. On n'est pas obligé de devenir les grands amis de nos parents. Et souvent, le pardon, mal compris, hein, le pardon mal compris, il y a des personnes qui pensent qu'elles peuvent mettre un couvercle sur tout ce qui s'est passé. En fait, c'est ne pas oublier ce qui s'est passé, mais ne plus donner de l'attention non plus à ça. C'est de pouvoir vivre avec ce qui s'est passé. C'est vraiment ça, le travail que l'on propose en constellation. Donc, on ne pardonne pas en constellation, jamais. Mais finalement, quelque part, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se produit, puisque on se libère de cet attachement. C'est pas pour rien que j'ai mis ici, là, dans le petit dessin, on voit les deux, des flèches qui vont à droite et à gauche, mais au-dessus, il y a aussi une chaîne et ça se casse ici, là, parce que justement, on casse, on termine, on rompt cet attachement à ce qui s'est passé dans le passé et qui n'existe plus aussi. Voilà, donc ça c'est très important. Et donc les phrases libératrices qui vont avec ça, c'est je prends ma part de responsabilité et je laisse ta part de responsabilité auprès de toi. Je prends la vie que vous m'avez transmise au prix que cela vous a coûté, hein, pour les enfants qui ont du mal à accepter que les parents se sont sacrifiés pour eux, etc., etc. Ce que peuvent dire aussi après un divorce où il y a eu des enfants,
Et un divorce qui finit mal, par exemple, il y a beaucoup de rage, de colère. Ben, au moins, c'est de reconnaître ce qui a été bon. Merci de m'avoir permis d'être mère ou père. Tout ça, ça va libérer le blocage qui est en lien avec la situation. Alors, je parlais justement tout à l'heure que dans les familles et les organisations, même si ça se ressemble très fort, c'est toujours des groupes humains, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Et par exemple, la loi d'appartenance, alors que dans une famille, eh bien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on appartiendra toujours à cette famille. Qu'on se reconnaisse dans cette famille ou qu'on ne se reconnaisse pas, on sera toujours issu de cette famille. Elle vit en nous quelque part. Mais par contre, par rapport à une entreprise, une organisation, une association, un parti politique, une religion, que sais-je, eh bien, on peut quitter et on n'est pas obligé de rester, on n'est pas obligé d'appartenir à ce groupement ad vitam aeternam. On peut aussi être remercié par l'entreprise, par exemple. On dit, voilà, bah, écoutez, voilà, on a fini notre contrat. Et bien entendu, il faut respecter le contrat qui a été passé. Si le contrat n'est pas respecté, si c'est fait de manière euh, non respectueuse aussi de l'intégrité, de la dignité de la personne, il va y avoir de nouveau des conséquences. Et ces conséquences, ça va se répercuter dans le système de l'entreprise, c'est-à-dire que, par exemple, si un directeur ou même un collègue est licencié de manière injuste, sans aucune cérémonie ou petit rituel, sans reconnaissance, il va y avoir des loyautés qui vont se mettre en route et qui vont s'exprimer à travers de la résistance, des sabotages, des larcins, des maladies, de l'absentéisme, du présentéisme. C'est une nouvelle expression c'est pour les gens qui sont toute la journée au bureau. Ils sont bien là de telle heure à telle heure, mais ils ne sont pas très efficaces. Et ils en souffrent, hein, bien sûr. Hein. Ce n'est pas par plaisir que tout ça se fait. L'être humain n'a pas envie de ça. Mais voilà, il va y avoir des sabotages et ça va avoir un coût pour l'entreprise, effectivement, de ne pas avoir fait les choses correctement. La loi de l'ordre, aussi en entreprise, elle se vit un petit peu différemment. C'est-à-dire que l'ancienneté est quand même prioritaire. C'est-à-dire que il faut toujours reconnaître l'ancienneté avant n'importe quoi. Donc, dans une entreprise où, par exemple, le concierge est là depuis, on va dire, 25-30 ans, mais que depuis, il y a eu 3-4 directeurs et qu'on vient d'engager une nouvelle directrice toute fraîche sortie d'un MBA aux États-Unis ou je ne sais où, qui a déjà une petite expérience, eh bien, elle va avoir tout intérêt à reconnaître l'ancienneté du concierge, qui est là depuis longtemps, qui connaît aussi toute l'histoire de l'entreprise pendant toutes ces années, qui est finalement, qui précède la nouvelle directrice. Et puis après, ce concierge devra reconnaître la compétence, la place, la fonction, le rôle de cette nouvelle directrice. Et alors les choses pourront bien fonctionner. C'est pour ça que j'ai mis les petits engrenages, parce que tout va pouvoir s'enchaîner, s'enclencher et ben, ça va être bien huilé, on va dire. Donc ça, c'est très important. Et la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir s'applique aussi en entreprise, mais c'est un peu différent que dans le couple, comme je disais tout à l'heure, ou entre les parents et les enfants. Ici, ça doit être un vrai échange compétences et revenus, etc., selon bah, des grilles de salaire qui sont respectées, reconnues dans le pays dans lequel on travaille, selon le contrat, etc., etc. Et si l'entreprise fait du chantage et fait faire des heures supplémentaires, que ne rémunère pas correctement, fait des menaces, etc., eh ben, il va y avoir de nouveau du chaos qui va s'installer puisque il va y avoir un sentiment d'injustice, un sentiment d'être abusé, de profiter, etc., etc. Et cetera. Et
ça va enclencher de nouveau de l'absentéisme, des maladies, des résistances, des erreurs, hein, parfois même rien que des erreurs. On est déjà comme ça constaté au sein d'assurance, comme ça, ils devaient faire 4 fois le même formulaire. Et tout ça prenait 7, 8 jours, parce qu'on envoyait, ah, mais non, il y a une erreur. Et ça, ça freine l'entreprise et ça coûte, parce que chaque fois, c'est des heures de travail qui finalement ne servent à rien, hein, et ça rejoint le présentéisme dont je parlais tout à l'heure. Alors, tout ça, ces 3 lois systémiques sont en lien avec ça. Vous n'avez peut-être pas souvent entendu parler, si vous connaissez un peu les constellations. C'est les 3 consciences. Alors, il y a la première conscience qui est vraiment une conscience qui est aussi en lien avec notre survie. C'est la conscience individuelle. Donc, elle est ancrée en nous. Elle est influencée par les règles et les valeurs de la famille d'origine. Donc, par exemple, si je nais dans une famille hindouiste, eh bien, il va y avoir des principes, des règles, des valeurs qui vont guider mes choix, qui vont guider mes relations, hein. Je ne vais pas me marier par amour avec quelqu'un pour lequel je suis attirée, mais je vais accepter que la famille choisisse un mari, une femme pour moi, etc., etc. Et puis je vivrai dans la famille pendant X années, etc. Donc tout ça, l'individu va devoir respecter ses règles et ses valeurs, et il va y avoir une notion de bien et de mal. C'est bien, par exemple, pour la famille hindouiste, que la jeune fille et le jeune homme, eh bien, on leur choisisse des partenaires et on fasse la cérémonie, etc. Ça, c'est bien. Et tomber amoureux de quelqu'un qui vient d'un autre groupe social, d'une autre caste, hein, on va parler selon les principes de l'Inde, ou même d'un autre pays, hein, ça arrive, ah ben ça c'est mal. Ou par exemple, on a quand même entendu ça de nombreuses fois, la jeune fille, elle est passée au mauvais endroit et elle s'est fait violer. Et elle rentre chez elle et les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tuer leur fille alors qu'elle était victime parce que elle a fait quelque chose de mal. Elle a fait quelque chose de mal malgré elle et que ça déshonore la famille et qu'ils risquent de ne plus faire partie de la communauté. Donc, pour faire partie de la communauté, ils vont sacrifier leur fille. Et voilà, donc ça pousse les individus à adopter des comportements conformes aux attentes familiales et même, je dirais, du groupe social auquel ils appartiennent, même si ça entre en conflit avec leurs propres valeurs et leurs propres émotions, sentiments. Mais ça assure la survie de ces personnes, de cette famille, et ça leur permet de rester acceptés dans la communauté qui est plus grande. Et donc ça, c'est terrible, c'est vraiment... c'est bien, c'est mal. Alors, il y a une autre conscience, la conscience collective, qui est justement le clan, la communauté, et, euh, et aussi, elle va englober les membres exclus du système familial. Donc là, je fais un petit peu, je suis en train de m'embérificoter, hein, vous avez remarqué. Donc, la conscience collective englobe les membres exclus du système familial et agit comme une force inconsciente. Voilà, c'est ça qui est important, cherchant à rétablir l'équilibre au sein de celui-ci. C'est ça qui va influencer les intrications intergénérationnelles. Donc, si on reprend le cas de la jeune fille qui a été violée et que les parents ont sacrifié sur l'autel de l'honneur pour faire partie de la famille, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces membres sur plusieurs générations qui vont être exclus pour 1000 raisons, eh bien, vont créer des intrications. En tout cas, il y a des intrications qui vont se créer par rapport à ces exclus qui vont faire que, eh bien, il va y avoir des descendants qui vont soit réparer ce qui s'est passé. Par exemple, quelqu'un qui a volé l'argent de sa sœur ou de son frère, l'héritage, eh bien, il va y avoir un descendant qui va donner tout son argent, qui va le dilapider, etc., etc. J'avais comme ça rencontré quelqu'un au Portugal qui venait d'Afrique et qui avait, on va dire, acquis de l'argent malhonnêtement.
et eu beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne a acheté des terres, énormément de terres, là, dans la région où j'habitais. Et ces enfants, c'est assez terrible, ils ont fait des études, mais n'ont jamais réussi à vivre de leur métier. Et qu'est-ce ils sont devenus, comment dire, des addicts au jeu. Et ils ont dilapidé tout l'argent qui avait été gagné malhonnêtement. Et c'était comme ça qu'ils ont pu rééquilibrer l'injustice qui avait été faite mais ça, en fait, une mauvaise réparation. Ça peut paraître bizarre. C'est une réparation qui n'en finit pas, puisque après, il va y avoir des descendants qui vont essayer de réparer la dilapidation, etc. Et ça continue comme ça de génération en génération. Et les destins sont alors intriqués. Et, euh, et voilà, et c'est l'action de la conscience collective, mais cela assure la survie de toute la communauté, parce que les, les exclus sont quand même toujours présents quelque part, même si on les a oubliés, ils sont là, quelque part, dans cette conscience inconsciente, on va dire. Bien, après, il y a la dernière conscience, la conscience universelle ou spirituelle. Et celle-là, en fait, elle, c'est une conscience qui est déjà très présente dans les constellations familiales parce elle est au service de la guérison, de la réconciliation. Et au fond, son moteur, c'est l'amour. Et c'est l'amour inconditionnel. Et aussi, bah, c'est elle qui assure le développement de nos sociétés et les fait évoluer. Et on a besoin des trois consciences, pour le moment en tout cas, tant que nous serons les humains que nous sommes. Voilà donc, ce qui est important, c'est d'arriver à sortir le plus possible, le plus souvent possible, des notions de bien et de mal. Comme ça, l'amour peut alors faire son travail. Bien, bien, bien. Alors, ce qui est important, parce que là, il y en a qui apprennent les constellations ou qui sont facilitatrices. Comment aider, coacher et faciliter en tenant compte des trois lois? Ça, c'est très important. Donc, déjà, même nous, dans notre posture de facilitateur, de facilitatrice, de coach, hein, même les coachs, hein, c'est valable, ou les thérapeutes, ou même quelqu'un qui fait du massage, hein, eh bien, peut utiliser ces trois lois pour être à sa bonne place. Donc, il y a cette loi d'appartenance. Déjà, quand on reçoit ses clients, c'est de toujours voir son client appartenant à un système. Il vient d'une famille, il a des parents, il est peut-être intriqué dans une loyauté à un exclu ou un oublié de son système. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir être vigilant à ça. Également, toujours vérifier que le client est bien à sa place dans son système, n'est pas plus grand que ses parents. Mais nous aussi, on doit faire attention de ne pas être plus grand que nos clients. Voilà, et la loi de l'équilibre entre donner et recevoir, c'est s'assurer que les échanges sont équilibrés. Donc, demander le juste prix pour les services et pas faire du travail d'accompagnement en disant bah, c'est bon, vous payerez une autre fois ou oh là là, je trouve que j'ai pas bien travaillé, je vais peut-être pas demander mes honoraires cette fois-ci. Non, le travail qu'on fait est le bon travail et c'est pas à nous à décider si c'est un bon ou un mauvais travail. Bien entendu, moi, je recommande qu'il faut qu'on se fasse superviser régulièrement, parce que avoir une attitude réflexive par rapport à sa pratique, c'est essentiel. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que parfois, quand on a l'impression qu'on a fait un travail qui n'était pas terrible, eh bien, le client est souvent très content parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Au plus on est dans ce lâcher prise au niveau des résultats, au plus ce sera efficace. Voilà, voilà. Donc, là, c'était la théorie. On va avoir un moment pour poser des questions. Mais je signale déjà qu'il va y avoir un atelier pratique. Et donc, c'est 3 heures d'atelier, ce 14 octobre de 14 heures à 17 heures, où on va appliquer justement ces trois lois systémiques dans un accompagnement. On va apprendre à mettre en représentation. On va apprendre à regarder la mise en représentation avec ces trois lois dans la tête. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont placés comme ci, comme ça, etc. Donc il va y avoir vraiment une compréhension de ces lois systémiques bah, dans l'application.
Voilà, voilà, voilà. Et je vais faire une petite pause ici pour, si vous avez des questions, après encore un résumé et tout. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, j'en ai sur les familles recomposées. Oui, Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question ou pas, mais j'aimerais, si c'est possible, que vous répétiez oui, comment on fait par rapport à la famille recomposée, c'est-à-dire d'abord les enfants, on va dire, de la famille, de la première famille, du premier, oui, on va dire. Le conjoint qui vient après passe après aussi, oui. c'est ça? Donc en fait, voilà, je vais prendre mon exemple, hein. Donc j'ai eu un premier mariage, j'ai eu deux enfants, et puis j'ai eu un deuxième couple, et j'ai eu deux enfants avec le deuxième couple. Mais donc, quelque part, mon premier mari est toujours le premier de mes conjoints, et le deuxième, ben, il est le deuxième. Mais le deuxième conjoint vient après les deux enfants que j'ai eus de mon premier couple. Donc, le premier, on va dire, c'est l'ex-mari. Puis j'ai eu ma fille aînée, mon deuxième fils. Donc, c'est le 2, c'est le 3. Et puis le nouveau conjoint, c'est le numéro 4. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est toujours les enfants en premier. Donc, ça veut dire que c'est les enfants des deux couples et le deuxième conjoint qui est tout dernier, en fait. Bah oui, donc il y a le premier conjoint, bah, même si je nourris plus cette relation, il reste le premier. Puis il y a les enfants qu'on a eus ensemble. Eh bien, ils vont passer avant le nouveau conjoint. Ok, d'accord. Et d'un point de vue de quelqu'un qui, par exemple, ben, pour vos enfants, les seconds, donc les enfants de votre deuxième conjoint, Oui. eux, s'ils doivent faire la place, une constellation de place, est-ce qu'ils vont faire que le système, enfin, leur père, vous et eux, ou est-ce qu'il va falloir prendre en compte les premiers Mais frères tout et dépendra de la difficulté à trouver sa place. sœurs? Il faut pas spécialement tout représenter à chaque fois. C'est Hmm. pas absolument nécessaire. Mais des fois, quand il y a, par exemple, trois, quatre couples avec un enfant à chaque fois issu du couple, ça existe, hein, eh bien, ça devient un petit peu compliqué. Et les enfants, ça les aide d'avoir une idée de, mais finalement, où je me situe. Ok, Euh, et donc, ils font partie d'une fratrie où il y a des demi-frères, des demi-sœurs, mais il y a aussi les ex-partenaires qui sont les papas et les mamans des demi-frères, des demi-sœurs. ok. Donc en fait, on fait chaque système jusqu'à arriver à son système à lui. Exactement. Et pareil, s'il y a eu un IVG juste avant, du coup, au Ah, contraire. et on rajoute, oui, oui, oui. Ok, d'accord. Très Mais bien. tout dépendra aussi de la question qui est amenée. Oui. Et oui, oui, ça dépend un petit peu du cas, en fait, tout C'est simplement. Il n'y a ça. pas vraiment de règles comme les lois qu'on vient de voir. Il y a vraiment... Oui, D'accord. voilà. Ok, Ça merci. parle alors. Merci. Pas évident, hein, c'est assez complexe. Voilà. Alors, Anouk, pas de questions, c'est clair? Oui, super. Nilda? Super, ok. Christelle? Aussi, bon, super. Anne? Non, Valdi, tu as quelque chose, tu as une question, toi. Oui, finalement, j'ai une petite question qui me vient. Moi, c'est plus au niveau de l'ordre et dans une organisation. Oui, Par exemple, dans des documents où on présente une équipe, oui. est-ce que ça doit être, ou comment faire figurer l'ordre? Parce que j'aurais plutôt tendance à mettre dans l'ordre de l'importance, dans l'équipe, les personnes qui ont fait le plus, etc. Mhm. Est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que ce serait plus harmonieux de les présenter par ordre d'arrivée dans le système? Oui, c'est intéressant de faire ça et parce que ça reconnaît en fait leur ancienneté et ça les honore parce que finalement ils ont donné toutes ces années de leur vie pour cette entreprise, pour cette organisation et c'est une façon de reconnaître leur engagement. Et puis après,
c'est de reconnaître leurs fonctions, leur rôle et les compétences qui vont avec aussi. Tu es confronté à une situation comme ça? Oui, juste sur un site web Ah que bah tu oui, connais un peu. bah oui. Et c'est vrai que j'ai mis par ordre d'implication, notamment pour faire une vidéo. Chacun se Mhm. présente et j'ai mis dans l'ordre de la part dans le projet. Et Ah. finalement, je me dis, ah, est-ce qu'il faudrait changer ou alors indiquer quelque part Oui, selon voilà, les lois peut-être dire systémiques. depuis quand ça pourrait être. Ouais. En fait, Ah oui. ça fait partie d'une autre approche de Peter Koenig qui parle de la personne source. Et donc, dans Mhm. les entreprises, il n'y a peut-être pas un papa et une maman, mais il y a une personne qui a eu l'idée de cette entreprise ou de cette association, de cette organisation, et ça s'appelle la personne source. Et cette personne source, elle a un rôle très important. Ne fût-ce que comme un peu toi, Vadi, qui est sensible aux notions d'âme, d'entreprise, c'est un petit peu la personne qui porte l'âme de l'entreprise parce elle a eu le rêve. Donc ça va être parfois, c'est quelqu'un qui est plus très, très, très actif au niveau du management et tout ça, mais qui porte la vision. Et des fois, elle se met trop en retrait. C'est pas bon. C'est pas bon d'être en retrait. C'est important qu'elle ait une vraie place. La personne source de l'entreprise. C'est celle qui porte le rêve quelque part de l'entreprise et qui va inspirer toutes les personnes qui rejoignent cette entreprise et qui va donner envie à ces personnes de s'investir dans cette entreprise. Donc c'est très important ça. Et finalement, elle est à l'origine. Et c'est comme la source de vie, quoi. C'est vrai. C'est, s'il n'y avait pas de personne source, il n'y aurait pas l'organisation, l'entreprise. Et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout de l'univers des constellations qui a amené ce concept qui est de plus en plus reconnu comme essentiel, hein, la personne source de Peter Koenig. Je vais le mettre dans Merci. la chat box pour le nom. Je crois que c'est un Allemand. S'il n'est pas allemand, il est suisse, mais suisse-allemand. Voilà. Bien, ben je continue alors parce que j'ai déjà dépassé un petit peu l'heure. Alors, partager. Non, c'est pas ça. C'est où? Partager. Voilà, ici. Hop. Donc, non, c'est pas là. Ah oui, comme ça. Présenter, voilà, présenter. Donc, comme je disais, il y a l'atelier pratique, il y a une démo et donc une mise en pratique. Il y a un replay de la démo et surtout, moi, je vous fais un petit cadeau, c'est moins 23%, soit une économie de 34,50 €. En fait, c'est la TVA de cet atelier. Et au lieu de payer 184,50 €, vous payez 150 € si vous réservez avant demain minuit. Et je vais vous mettre dans la chat box le lien Stripe pour vous inscrire. Alors, appliquer les trois lois systémiques permet de se libérer des intrications avec les ancêtres, de comprendre les enjeux systémiques des clients, d'augmenter l'efficacité des coachings et des thérapies, et aussi de pouvoir lire un mapping systémique avec les trois lois en tête. En résumé, nous avons vu les trois lois incontournables qui sont l'appartenance, l'ordre et le donner-recevoir. Ces lois agissent qu'on en soit conscient ou pas, c'est important. Elles s'expriment différemment s'il s'agit de la famille ou d'une organisation. Dans une famille, nul ne peut être exclu, et si c'est le cas, un descendant vivra à la place de celui-ci jusqu'au moment où l'exclu sera réintégré. Chacun a sa place dans tout système, les premiers précèdent les seconds, les enfants reçoivent la vie de leurs parents et ils la transmettront à leurs descendants ou à des projets. Dans un couple, un léger déséquilibre renforce le lien et l'amour grandit. Dans une entreprise, l'échange doit respecter le contrat. Les trois consciences sont l'individuel, la collective et l'universel. La conscience individuelle et collective sont intimement reliées aux trois lois systémiques.
La conscience universelle est au service de l'amour. Les coachs, thérapeutes et facilitateurs se doivent d'être conscients de ces trois-là pour avoir la bonne distance avec leurs clients. L'approche des constellations privilégie l'acceptation plutôt que le pardon. Et voilà. On... Alors, la prochaine masterclass, au cas où, ce sera sur le triangle dramatique et le burn-out. Et ça aura lieu le 21 octobre, 19h30. Et je vous dis merci et j'arrête de partager. Voilà, et je vous mets le lien pour rejoindre l'atelier pratique, excusez-moi, donc à 150 au lieu de 184,50 et c'est valable jusque demain, 24 minuit. Minuit. Voilà, voilà, profitez-en. C'est toujours très parlant et je vais vous envoyer d'ici demain le replay de cette masterclass ainsi qu'un PDF qui résume un peu tous les points. Voilà, voilà. Je vous remercie et je vous dis, j'espère à la prochaine. C'est tous les mois. Au Merci. revoir.